8h30 du matin. Ce qui commença comme inspection routinière du département des transports sur Interstate 40 prit rapidement tournure inattendue. Agents fédéraux ouvrirent remorques et figèrent. Cachés derrière fret légitime se trouvaient 340 kg de cocaïne pure. Et camion n'appartenait pas à petits transporteurs ou opérations de nuit. Il portait logo de 3e plus grande entreprise de transport d'Amérique. Cette découverte choquante ne fit pas que quelques gros titres. Elle déverrouilla une des enquêtes criminelles les plus étonnantes de l'histoire américaine récente. Alors que FBI élargissait enquêteurs découvrirent une vérité plus troublante que quiconque ne s'y attendait. Transnational Freight Services, géant logistique multimilliards de dollars. Effectivement contrôlé par réseau de cartels. 89 sur 400 chauffeurs transportant sciemment drogues illégales à travers frontières d'État. 23 entrepôts dans 14 États utilisés comme centres de distribution clandestins. Ce n'était pas contrebande aléatoire. C'était opération criminelle hautement organisée à long terme qui exploitait couloirs de fret légitimes pour masquer flux de cocaïne, méthamphétamine et fentanyl dans communautés à l'échelle nationale. Ampleur de opération et intégration avec grandes entreprises américaines exposèrent vulnérabilité dans surveillance de chaînes d'approvisionnement que même enquêteurs fédéraux chevronnés trouvèrent alarmantes. Au moment où équipes fédérales exécutèrent raids coordonnés, des dizaines de chauffeurs furent arrêtés et entreprises criminelles multimillionnaires fut démantelée. Implications se répercutent au-delà de l'application de lois soulevant questions urgentes sur sécurité dans réseau logistique du cœur de l'Amérique. Pendant des années, Transnational Freight Services ressemblait exactement au genre d'entreprise que personne ne questionne. Camions bougeaient jour et nuit à travers autoroutes américaines, transportant nourriture, pièces industrielles, marchandises de détail, produits quotidiens qui maintenaient l'économie en marche. Avec des centaines de tracteurs sur route, des milliers d'employés, des contrats s'étendant d'une côte à autre, entreprises étaient souvent décrites dans rapports de l'industrie comme modèle de logistique moderne. Pas de panneaux d'avertissement clignotants, pas de scandale public, pas de drapeaux rouges évidents. Pour régulateurs concurrents, clients, c'était simplement un autre acteur majeur dans le marché de transport encombré. Cette image propre est ce qui rendit découverte sur Interstate 40 si dangereuse. Quand enquêteurs fédéraux retracèrent cocaïne saisie vers Transnational Freight Services, ils s'attendaient à trouver chauffeur unique, compromis ou petite violation interne. Au lieu de cela, plus ils creusèrent, plus l'image changea. Selon reportage de Associated Press et déclaration ultérieure du département de justice américain enquêteur, découvrir à preuve que l'entreprise n'avait pas seulement été infiltrée mais silencieusement reprise par toile de sociétés écrans conçues pour cacher vrais propriétaires. Sur papier, tout semblait légal. En réalité, contrôle remontait à personnages liés au cartel de Sinaloa. Une des organisations criminelles les plus puissantes au monde. Ce n'était pas gang de rue glissant drogue dans camion à dernière minute. Dépôts fédéraux montrèrent reprise se déroula lentement utilisant transactions financières, propriétés stratifiées cadres mandataires qui semblaient légitimes. Au moment où autorités remarquèrent schéma irrégulier, système était déjà profondément ancré. Cartel n'avait pas besoin de violence ou menaces. Il comptait sur paperasse, contrat, silence. Comme DOJ confirma plus tard, cette structure permit expéditions illégales de bouger aux côtés de fret légal sans attirer attention utilisant routes existantes et réputation de l'entreprise comme couverture. Ce qui choqua enquêteurs le plus fut ampleur. Documents judiciaires publiés en juillet 2025 montrèrent dizaines de chauffeurs sciemment impliqués opérant dans systèmes qui récompensaient loyauté et discrétion. Entrepôts manipulant biens de consommation ordinaires de jour étaient utilisés comme centre de distribution de nuit. Parce que entreprises déplaçaient volume si élevé de fret légal, chargement suspect, se fondaient presque parfaitement. C'est pourquoi, comme AP News nota, opération fonctionnait pendant années sans détection même pendant que drogue bougeait à travers grandes villes et couloirs de distribution. À ce point, affaire cessa d'être seulement sur stupéfiants. Responsables fédéraux commencèrent à décrire comme préoccupation de sécurité nationale liée à intégrité de chaînes d'approvisionnement. Organisation criminelle avait effectivement transformé grande entreprise de transport américaine en arme logistique, exploitant même infrastructure qui soutient vie américaine quotidienne. Dans entretien cité par Reuters enquêteurs, avertir ce modèle représentait nouvelle phase de crime organisé. Une qui emprunte stratégie de corporation mondiale plutôt que réseau de contrebande traditionnel. Du point de vue du gouvernement américain, menace était claire. Si un transporteur majeur pouvait être compromis si profondément, d'autres pouvaient suivre. Cette prise de conscience remodela enquête, poussant au-delà d'arrestations vers démantèlement de structures financières et corporatives qui rendaient opération possible. Histoire ne concernait plus seulement chauffeurs ou drogue. Elle était devenue confrontation entre État fédéral et entreprises criminelles qui comprenaient comment se cacher à la vue de tous. Donc était-ce juste poignée de chauffeurs, enfreignant règles, ou entreprise entière opérait-elle déjà comme partie de quelque chose de beaucoup plus grand?
Alors que FBI suivait piste depuis cette première découverte choquante, enquêteurs s'attendaient à découvrir petit réseau de chauffeurs corrompus. Peut-être poignée gagnant argent supplémentaire à côté. Ce qu'ils trouvèrent à la place était presque inimaginable. Au moment où Bureau analysa dossiers internes et interrogea témoins, il devint clair ce n'était là pas quelques mauvais acteurs isolés. Sur environ 400 chauffeurs employés par Transnational Freight Services, 89 transportaient sciemment drogues illégales à travers frontières d'État, agissant sur horaires et instructions qui suggéraient planification pas chance ou coïncidence. Cette prise de conscience frappa Enquête comme rebondissement dans thriller d'espionnage. Quand vous pensez à contrebande, vous pourriez imaginer compartiment caché trouvé par hasard ou chauffeur désespéré espérant ne pas être pris. Mais ici, motif était trop cohérent, trop répandu. Chacun de ces 89 chauffeurs était devenu partie de systèmes qui brouillaient ligne entre commerce légal et trafic illicite. Simultanément, FBI commença à découvrir quelque chose d'encore plus troublant. Ce n'était pas seulement chauffeur. À travers 14 États, application de loi identifia 23 entrepôts connectés au vaste réseau logistique de l'entreprise. Ce qui semblait de l'extérieur comme centre de distribution routinier était en fait nœud clé où fret quotidien et stupéfiants illégaux étaient mélangés ensemble avant de continuer sur autoroutes américaines. Cette dualité était génie et danger du stratagème. Sur papier, opération de transnationale était logistique de manuel. Camions arrivant et partant, marchandises passant efficacement. En réalité, ces mêmes routes servaient de camouflage. Cocaïne et autres drogues bougeaient à la vue de tous cachés parmi palettes de fret légitimes. Parce que camions transportaient tant de fret légal, chargement suspect était effectivement invisible. Personne en dehors d'application de loi fédérale n'avait raison de croire que quelque chose de si massif pouvait être caché dans veine de chaînes d'approvisionnement nationales. Alors que agents passaient au crible journaux numériques, données GPS manifestes de fret, ils commencèrent à voir opération pour ce qu'elle était vraiment. Pas conspiration au niveau de rue, mais réseau qui opérait avec précision et coordination de systèmes logistiques militaires bien organisés. Chauffeurs n'improvisaient pas. Ils suivaient routes et calendriers, qui synchronisaient avec centres de distribution déplaçant substances contrôlées à travers frontières d'État dans communautés où elles seraient finalement consommées ou redistribuées. Ce fut premier vrai rebondissement dans l'histoire. Moment où enquêteurs fédéraux cessèrent de penser en termes de petite criminalité et commencèrent à traiter affaires comme menace de sécurité nationale. Il ne s'agissait pas seulement d'attraper criminels après que drogues furent trouvées. Il s'agissait de démêler toiles qui avaient transformé grandes entreprises américaines en véhicules inconscients ou complices pour une des entreprises criminelles les plus puissantes sur Terre. Plus FBI découvrait, plus enjeu devenait clair. Il ne s'agissait pas de quelques chauffeurs prenant mauvaise décision. Il s'agissait de systèmes où près d'1 sur 4 des camionneurs d'entreprise avaient franchi ligne vers crime organisé et où dizaines de centres logistiques étaient devenus points de distribution silencieux pour marchandises illégales. Ce niveau d'infiltration remettait en question hypothèses sur comment contrebande fonctionne à ère moderne. Pour la plupart des gens, travail d'entreprise de transport est simple, déplacer marchandises d'un endroit à autre. Mais ce à quoi FBI faisait face était quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Champs de bataille logistiques cachés ou couloirs de fret routiniers étaient transformés en artères pour empires illicites. Et cette prise de conscience changea Enquête pour toujours, poussant agents fédéraux à penser plus grand et creuser plus profond qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Si c'était réseau coordonné plutôt que contrebande aléatoire, alors comment exactement drogue se déplaçait-elle à travers États-Unis sans que personne ne remarque? De extérieur, drogue n'arrivait jamais avec bruit ou chaos. Pas de hors-bord. Pas de course dans désert. Pas de coup de feu à frontières. Selon reportage de AP News et confirmé plus tard dans dépôts judiciaires fédéraux stupéfiants, entrait États-Unis silencieusement par El Paso, Texas, caché à l'intérieur de mêmes lignes d'approvisionnement commercial qui transportent marchandises ordinaires chaque jour. Pour systèmes douaniers et bases de données de fret, ces expéditions semblaient routinières, enregistrées, autorisées, agitées en avant comme des milliers d'autres. Une fois à l'intérieur du pays, drogue, glissée dans entrepôts contrôlés par entreprise où cocaïne, méthamphétamine et fentanyl étaient traités pas différemment que appareils en boîte ou nourriture emballée. Enquêteurs dirent plus tard à Reuters, c'était avantage clé de opération. Rien ne sortait du lot. Palettes scannées. Camions pesés. Paperasse propre. Drogue ne bougeait pas séparément de fret légal. Elle bougeait avec. Remorque elle-même faisait partie de tromperie. Déclaration sous serment fédéral publiée par département de justice décrivait compartiments spécialement modifiés construits profondément à l'intérieur de remorques commerciales standards, conçues pour vaincre inspection routinière. Ce n'était mais pas cachette grossière.
Compartiments étaient renforcés, scellés, placés dans zones peu susceptibles d'être vérifiées, sauf si inspecteurs savaient déjà ce qu'ils cherchaient. Dans plusieurs cas cités par procureur chargement de drogue, passèrent multiples points de contrôle sans soulever soupçon simplement parce que remorque répondait à toutes exigences standards de sécurité et poids. Depuis El Paso, routes s'étalèrent à travers pays. Camions roulèrent vers est et nord, vers grands centres logistiques, comme Atlanta, Chicago, Philadelphie. Ville choisie non au hasard, mais pour accès à autoroute, gare de triage, centre de population dense. Dossiers judiciaires montrent une fois drogue atteignirent ces centres, elles furent divisées en expéditions plus petites et poussées dans villes environnantes, souvent en heures. Ce qui ressemblait à livraison unique longue distance était en fait épine dorsale de système de distribution nationale. À ce stade d'enquête, FBI cessa de penser en termes de saisie et commença à penser en motifs. Selon communiqué de presse DOJ de juillet 2025, analystes cartographièrent route, heure de départ, intervalle de livraison, poids de chargement. Quand camions suivaient même chemin aux mêmes heures avec cohérence inhabituelle, ces mouvements ressortaient. Quand certains entrepôts apparaissaient de façon répétée à jonction clé, ils devenaient point de focus. Lentement, carte cachée commença à émerger sous celle visible. C'est où affaire franchit quelque chose de beaucoup plus grand que trafic de drogue. FBI ne poursuivait pas contrebandiers réagissant à opportunité. Il suivait système qui planifiait semaines et mois à l'avance. Horaires de fret synchronisés, chauffeurs tournaient dedans et dehors pour réduire soupçons. Volume calculé pour rester sous seuil, qui pourrait déclencher inspection plus profonde. Comme un enquêteur fédéral expliqua plus tard dans reportage de Associated Press, opération montrait niveau de coordination plus commun à logistique militaire qu'à contrebande criminelle. Cette comparaison n'était pas exagération. Comme chaîne d'approvisionnement alimentant lignes de front distantes, réseau dépendait de fiabilité, redondance, silence. Si une route était retardée, autre compensait. Si un chauffeur disparaissait, autre prenait relève. Aucune expédition unique n'importait autant que système lui-même. C'est pourquoi drogue semblait invisible. Elles n'étaient pas cachées dans ombre, elles étaient cachées dans flux. Vers milieu d'enquête, autorités fédérales comprirent qu'arrêter chargements individuels ne suffirait pas. Vraie cible était architecture derrière eux. Chaque point de données, chaque ping GPS, chaque horodatage de livraison traité comme renseignement. Objectif n'était plus d'intercepter drogue après leur arrivée, mais d'exposer comment organisations criminelles avaient appris à bouger comme corporation à l'intérieur d'économies américaines. Et une fois cette prise de conscience s'installa, FBI sut que prochaine phase nécessiterait précision, patience, timing parfait, parce que démanteler système si organisé exigerait frappe aussi coordonnée que réseau lui-même. Une fois FBI compris comment réseau bougeait, un problème restait. Comment l'arrêter sans alerter personne qui le dirige? Pour FBI, mouvement le plus dangereux à ce stade était vitesse. Après découvert à quel point réseau s'était ancré dans l'industrie du transport, agents firent choix délibéré de ralentir. Selon reportage de Associated Press et confirmé dans dépôt du département de justice, enquêteurs permirent opération de continuer fonctionner pendant années pendant qu'ils observaient depuis ombre. Chaque expédition qui bougeait, chaque route qui se répétait, chaque paiement qui passait ajoutait autre pièce à puzzle beaucoup plus grand. Ce n'était pas enquête construite sur raid dramatique ou arrestation soudaine, elle était construite sur patience. Procureurs fédéraux expliquèrent plus tard bouger trop tôt aurait pu faire s'effondrer réseau entier avant que vraie ampleur soit exposée. Au lieu de cela, FBI émit silencieusement assignation pour dossiers d'entreprise, journaux d'expédition, documents de propriété corporative, comparant ce qui était écrit sur papier avec ce qui se passait sur route. En même temps, analystes tirèrent données GPS de camions qui semblaient ordinaires à tous les autres, suivant motifs qui ne devenaient au visible que quand mois de mouvement étaient superposés ensemble. Alors que données grossissaient, bureau introduisit renseignements humains. Agents infiltrés se fondirent dans bord de systèmes logistiques, se faisant passer pour entrepreneurs, chauffeurs, fournisseurs de services. Leur rôle n'était pas de provoquer action, mais d'observer routine et confirmer ce que chiffres suggéraient. Reuters rapporta plus tard, écoutes furent autorisées seulement après qu'enquêteurs purent démontrer lien clair entre chauffeurs gestionnaires d'entrepôts, flux financiers hors livre. Même alors, surveillance était étroitement contrôlée, car une fuite pouvait alerter cartel et effacer années de travail du jour au lendemain. Lentement, carte vivante commença à se former. Enquêteurs pouvaient voir quels chauffeurs étaient assignés à route spécifique, quels entrepôts manipulaient constamment chargement à haut risque ou argent bougeait après chaque livraison réussie. Documents judiciaires décelés mi-2025 montrèrent paiement suivait chemin prévisible, souvent acheminé par sociétés écrans avant d'être canalisé de nouveau dans opérations logistiques. Cela confirma ce que agents soupçonnaient depuis début. Réseau était conçu pour se maintenir, pas juste déplacer drogue. Tension à l'intérieur d'enquête était constante. Chaque arrestation faite ailleurs dans le pays risquait d'effrayer chauffeurs connectés à affaires. Chaque inspection inattendue menaçait d'exposer surveillance.
Responsables fédéraux décrivirent plus tard opération comme partie d'échec mental, où deux côtés essayèrent d'anticiper prochains mouvements sans révéler propre position. Un faux pas aurait pu envoyer personnages clés sous terre ou pousser opération à se relocaliser hors d'atteinte. Début 2025, FBI sut qu'il avait atteint point critique. Selon communiqué de presse DOJ émis après que l'affaire devint publique, agents avaient maintenant assez de preuves pour lier chauffeurs entrepôt, contrôleurs financiers, direction de cartel en conspiration unique. Ce qui restait était timing. Arrêter suspects un par un ne ferait que fragmenter réseau. Seule option restante était frapper partout à la fois. Cette décision mena directement à plan connu plus tard comme Opération Rolling Thunder. Pendant printemps, équipes fédérales coordonnèrent silencieusement à travers frontières d'État, synchronisant mandats équipes d'arrestation raids d'entrepôt à minute près. Agents furent instruits de ne pas bouger jusqu'à ce que chaque pièce soit en place. Objectif n'était pas juste de saisir drogue, mais d'empêcher système de s'adapter ou s'échapper. Début été 2025, piège était entièrement posé. Chauffeurs continuaient à suivre route. Entrepôt continuait à opérer. Argent continuait à bouger, ignorant que chaque pas était enregistré. De l'extérieur, rien n'avait changé. À l'intérieur, FBI cependant chasse avait atteint pic. Et quand signal vint finalement, ce ne serait pas coup unique à porte, mais effondrement national de réseau qui croyait être invisible. À 5h03 du matin, pendant que la plupart du pays dormait encore interrupteur, fut finalement basculé. À travers 18 États américains, agents fédéraux bougèrent au même moment exact, exécutant ce que département de justice confirma plus tard comme une des plus grandes actions coordonnées d'application de loi jamais dirigées vers réseau logistique domestique. Pas de sirène fonçant sur autoroute, pas d'avertissement public. Opération se déroula silencieusement, délibérément, avec synchronisation de niveau militaire. Pendant années, FBI avait résisté à tentation de frapper tôt. Maintenant, chaque mandat était actif. Chaque équipe d'arrestation en position. Chaque cible d'entrepôt déjà encerclée. En minute 89, chauffeurs de camions furent mis en garde à vue presque simultanément. Beaucoup arrêtés à aires de repos terminaux, leur propre maison, avant qu'ils ne puissent alerter quelqu'un d'autre. En même temps, équipes fédérales pénétrèrent 23 entrepôts liés à réseaux coupant directement à travers couches d'activités commerciales normales qui avaient caché opérations criminelles à vue de tous. Selon briefing de presse DOJ, cité plus tard par Associated Press, vitesse d'opération était intentionnelle. Tout délai aurait pu permettre à partie de réseau de disparaître. À l'intérieur de ces entrepôts, agents trouvèrent preuve qu'ils avaient été passés années à assembler. Palettes ouvertes, compartiments cachés exposés, registres et appareils numériques saisis avant que données puissent être effacées. Ce qui émergea était stupéfiant. Procureurs fédéraux confirmèrent saisie de 18 tonnes de cocaïne, 4 tonnes de méthamphétamine, 680 kg de fentanyl avec 67 millions de dollars en liquide. Reuters rapporta plus tard, volume seul place cette opération parmi plus grandes saisies de drogue dans l'histoire américaine moderne. Pas à cause d'une expédition, mais parce qu'elle démantela système de distribution entier en un seul matin. Arrestation n'était qu'une partie d'objectif. Alors que agents sécurisaient documents et serveurs, liens manquants finaux vinrent en focus. Sociétés écrans qui semblaient autrefois partenaires logistiques ordinaires, étaient maintenant clairement cartographiés vers structures financières contrôlées par cartels. Dossiers de propriété, transferts bancaires, communications internes montrèrent comment opérations avaient été silencieusement financées et gérées depuis derrière couches de paperasse corporative. Selon dépôts judiciaires fédéraux décelés semaines plus tard, ces dossiers laissaient peu de doute sur qui contrôlait réseau et à quel point profondément il avait pénétré économie légitime. Ce qui rendit Opération Rolling Thunder différente n'était pas juste ampleur, mais cible. Ce n'était pas frappe contre dealers de rue ou courriers frontaliers. C'était attaque directe sur épine dorsale logistique qui permettait à cartel de fonctionner à l'intérieur des États-Unis sans attirer attention. Responsables fédéraux dirent à AP News qu'en retirant chauffeurs, entrepôts, contrôleurs financiers, à la fois, ils empêchèrent système de s'adapter. Pas de plan de secours, pas de route alternative. Réseau s'effondra sous propre poids. De perspective américaine, message était sans équivoque. Crime organisé avait évolué apprenant à bouger comme corporation utilisant infrastructures américaines pour cacher chaînes d'approvisionnement criminelles. Opération Rolling Thunder fut conçue pour affronter cette menace de front utilisant renseignement, coordination, timing plutôt que force brute seule. Comme responsable, DOJ déclarèrent plus tard objectif n'était pas juste de saisir drogue, mais de démanteler machinerie qui les déplaçait. À fin de ce matin, camion restait immobile. Entrepôt scellé, opération qui avait pris années à construire était effectivement finie. Autoroute semblait pareille, commerce continua. Pourtant, sous-surface artère critique de logistique de cartel avait été coupée. Ce n'était pas simplement victoire tactique.
C'était coup stratégique visant à prouver que même systèmes criminels les plus soigneusement cachés peuvent être exposés quand agences fédérales choisissent patience sur bruit et précision sur vitesse. Quand poussière se posa finalement ampleur de ce qui avait été démantelé, devint impossible à ignorer. Selon dossiers judiciaires et déclarations publiées par départements de justice américains, plupart des suspects font maintenant face à longues peines de prison fédérale, tandis que plusieurs personnages liés au cœur d'opération pourraient passer reste de leur vie derrière barreaux. Ce n'était pas perturbation temporaire. C'était retrait permanent de personnes qui avaient transformé infrastructures d'Amérique en outils criminels. Entreprise au centre de tempête ne survécut pas. Transnational Freight Services s'effondra en faillite. Actifs légitimes vendus sous supervision judiciaire. Marque effacée d'autoroutes qu'elle dominait autrefois. Ce qui ressemblait à puissant empire logistique fut révélé creux une fois structure cachée retirée. Procureurs fédéraux décrivirent réseau comme démantelé au-delà de réparations sans chemin clair pour reconstruction. Impact ne s'arrêta pas là. Comme rapporté par AP News et Reuters, dans mois suivants, opération trafic de drogue longue distance par transport commercial chuta d'estimer 41%, tandis qu'inspections profondes et vérifications financières montèrent en flèche nationalement. Législateurs bougèrent rapidement, resserrant surveillance sur grandes acquisitions corporatives pour empêcher groupes criminels d'acheter silencieusement leur chemin dans industries critiques. De perspective américaine, le son est dur. Conflit moderne ne se cache plus seulement aux frontières ou champs de bataille distants. Il bouge à travers feuilles de calcul, entrepôts, chaînes d'approvisionnement dont millions dépendent chaque jour. Cette affaire montre à quel point facilement pouvoir peut se déplacer quand ces systèmes sont abusés. Question qui reste est troublante. Combien d'autres systèmes d'apparence propre sont encore utilisés de façon que personne n'a encore remarqué? Si vous voulez plus d'histoires découvrant front caché de guerre moderne et sécurité, abonnez-vous à Military Power et restez avec nous pour ce qui vient ensuite. Partagez vos pensées dans commentaires ci-dessous.